Nous sommes à Ating, un petit village du Zanskar, dans la maison de Rigzin Sewang. Il se prépare à partir pour une longue expédition vers le Paldar, une vallée méconnue de l'Himalaya indien, mais réputée idyllique. Rigzin a de la famille dans plusieurs villages, et il pense rejoindre Nawang, un de ses amis d'enfance, à Alod pour la fête de Nagé. Sa mère et sa tante partagent le petit déjeuner en compagnie de ses amis, qui vont l'accompagner, évoquant les contes et légendes qui entourent ces longues marches. Rigzin a fait le tour de ses voisins pour trouver des porteurs. Il s'agit d'abord de faire le point sur ce qu'il y aura à répartir. Il va ensuite procéder à un tirage au sort pour désigner les charges de chacun. Les porteurs utilisent un kurshing, un sac à dos qui, bien que rudimentaire à base de bois et de sangle, permet de porter de très lourdes charges. Le but du périple est de rejoindre la vallée de Paldar en direction de l'ouest, vers le Cachemire, en traversant la chaîne du Zanskar et en empruntant le redoutable col de Loma Silla à 5400 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on peut atteindre cette vallée par la route et des pistes en passant par le Cachemire. Mais cela demande beaucoup d'argent et entre 3 et 4 jours de trajet dans des conditions difficiles. Selon la météo, Rigzin estime pouvoir arriver à Alod en 4 à 5 jours. Ating se situe à 3500 mètres d'altitude. La première vallée est très minérale, comme une bonne partie de la région, qui reçoit très peu de précipitations pendant l'été. Les torrents et les rivières voient leur volume gonfler en milieu de journée. La chaleur du soleil accélère la fonte des neiges et des glaciers. Pour la pause, Tsewan ramasse des bousses de yak pour le thé au beurre salé. Quant à Tenlis, il n'oublie jamais d'invoquer les dieux en attachant un petit morceau de katak. Quand le thé est mélangé avec du lait et des épices, il devient alors du chai. On peut y ajouter du beurre de yak. De l'autre côté de la rivière, ancré dans la roche, se trouve le monastère de Zongkul. Son isolement en a fait au cours des siècles un haut lieu de méditation. La solidarité et l'entraide sont permanents, surtout lorsqu'il s'agit de franchir des torrents puissants quand l'eau ne dépasse pas les 4 ou 5 degrés. Agriculteurs pour la plupart, ils sont tous dotés de petits gabarits, mais d'une résistance et d'une puissance physique hors du commun. Au fur et à mesure de la progression, le décor devient imposant, entouré d'immenses parois rocheuses. Pour la nuit, Tsering, qui connaît parfaitement l'itinéraire, s'est arrêté au pied d'un bloc de rocher où ils pourront se protéger en cas de pluie.
La tsampa constitue la nourriture de base des habitants de ces hautes vallées. Il s'agit de farine d'orge grillée, mélangée à du thé ou de l'eau. Au lever du soleil, malgré les 3800 mètres d'altitude, l'air est doux, réchauffé par un soleil optimiste. Mais ici, rien n'est jamais acquis pour la journée. Le temps change très vite. Tenlis prend le temps de réajuster les courchangs des jeunes, dont plusieurs ont souffert hier. Teshi est l'aîné du groupe. Il a 48 ans et a près de 30 traversées à son actif. Il sait qu'un parfait équilibre de courching sera la clé de son confort et de sa progression durant la journée. Sept heures de marche sont prévues au programme, avec les premiers dénivelés significatifs. Richen, le jeune lama, malgré ses 17 ans, fait preuve d'une condition physique exceptionnelle. Quand je suis au monastère, je m'occupe souvent du bétail. Je les emmène paître dans la montagne et le soir, je pars là-haut pour les ramener. C'est pour ça que j'ai l'habitude. Pendant l'été, les fermiers des derniers villages du Zanskar laissent leurs troupeaux de yaks partir assez haut dans la montagne pour brouter de l'herbe fraîche. L'animal est non seulement robuste, mais c'est sans aucun doute un grimpeur hors pair. Au loin se profilent les premières langues glaciaires de Loma Sila, bouchées par le mauvais temps. Sangay est un ami de Rigzin. Il vient du Népal. C'est le cuisinier de l'équipe. Il a l'habitude des grandes altitudes et accompagne souvent des groupes vers les camps de base de l'Everest. Il aborde les premières montées sereinement. Tout autour de ces montagnes, ici, c'est connu. C'est plein de pierres précieuses. Et la plus chère et la plus recherchée, c'est le saphir du Cachemire. Les jeunes arrivent bien plus tard, mais ils se sont montrés malins. Lobsang et Stanzin ont emprunté un yak et lui ont transféré leur chargement. C'est donc avec le sourire qu'ils rejoignent leurs amis. Pour le casse-croûte, ils peuvent encore compter sur les légumes frais emportés la veille et le pain cuit le matin précédant le départ. Au fond, Loma Sila est toujours sous le mauvais temps. Le parcours devient plus heurté, avec parfois de longues étendues de blocs de rochers à franchir. Le yak va être mis à contribution jusqu'à la fin de la journée pour être ensuite relâché. Il regagnera tranquillement tout seul le reste du troupeau.
À plus de 4500 mètres d'altitude, la nuit s'annonce fraîche. Et Tsering compte sur cet abri en pierre pour se protéger de la pluie qui risque de tomber en fin de journée. Avec Tsewan, ils sont allés cueillir des fleurs rares aux vertus thérapeutiques. Ce sont des piankulu. Ce sont des plantes médicinales. Elles permettent de purifier le sang, tout en donnant un goût intéressant aux aliments. À 4h30 du matin, Tsering prépare les galettes de pain avant une journée qui promet d'être éprouvante. Plus de 10 heures de marche en très haute altitude et surtout le passage du fameux col les attend. À l'aube, le glacier est encore en partie sous les nuages, mais il ne pleut plus. Les premiers rayons de soleil sont plutôt rassurants. La journée commence par cette longue langue glaciaire, grise, hérissée de pierres et surtout glissante. Tout le monde est chaussé de simples bottes en caoutchouc. L'ensemble du glacier présente un visage étrange, travaillé par le soleil d'été. C'est un peu le chaos tout autour. En approchant des 5000 mètres, il faut multiplier les pauses. C'est dur, mais personne ne se plaint ou ne montre un quelconque signe de lassitude. La bonne nouvelle, c'est la présence du soleil qui va ainsi accompagner la dernière partie de la montée. Un dénivelé important attend tout le groupe avec des rochers et de la neige. Tsering a ralenti le pas. C'est raide. Et à plus de 5000 mètres, le poids des charges se fait lourdement sentir. Même si le spectacle est grandiose, tous essaient de redoubler de vigilance que l'altitude a tendance à amoindrir. Progresser ainsi sans glisser avec des bottes en caoutchouc reste un mystère. Même si le parcours n'est pas comparable aux exploits d'alpinistes sur des grands sommets, ces simples agriculteurs font preuve d'une résistance physique et d'un sens de l'équilibre époustouflant. La dernière centaine de mètres pour atteindre les 5400 mètres d'altitude du col va se faire au ralenti. Au sommet, les sourires réapparaissent, accompagnés de remerciements aux dieux et de distribution de katak pour ceux qui franchissent le col pour la première fois. Vous savez, je considère qu'à Lomasila, il y a un dieu qui s'occupe du lieu ici. Et chaque fois que je franchis le col, dès le début de la matinée, je pense à lui et lui demande sa bienveillance. Lorsque nous arrivons au sommet, nous faisons des prières et nous offrons des kataks pour le remercier d'avoir eu du soleil et de ne pas avoir eu ni pluie ni neige. L'équipe ne va pas s'attarder au col. Une longue traversée du glacier les attend de l'autre côté, avec une couche de neige suffisamment épaisse pour dissimuler les crevasses. Tsering n'est pas guide. D'ailleurs, il n'y a pas d'école dans sa vallée, mais il a appris des anciens comment se comporter sur ce glacier. Il décide d'encorder tout le monde et entame une descente prudente en se servant de son bâton pour sonder le terrain.
Il reste encore une pente vertigineuse à franchir pour atteindre la base du glacier. Tout est hors de proportion à l'échelle de l'Himalaya et de son étendue. Je parcours cette vallée depuis mon plus jeune âge. Je connais bien le chemin. Je sais où traverser les torrents et comment porter de lourdes charges. Ça s'apprend au fur et à mesure des voyages. La simple descente de cette langue glaciaire va demander plus de 2 heures. Ce rocher pourrait prêter à sourire s'il ne cachait pas un recul inquiétant du glacier ces dernières années. Tu vois le glacier? Il y a environ 10 ou 20 ans, il est remonté jusque là-haut, et sur chaque bord. Le glacier, depuis, recule chaque année de manière significative. Tu vois derrière, ça, c'est aussi un symbole de la manière dont le glacier est en train de fondre. Après plus de 10 heures de marche, le spectacle reste intense malgré les nuages qui s'accumulent. Tous se disent qu'ils ont eu de la chance de passer le col dans d'aussi bonnes conditions. La pluie s'est invitée sur la descente vers le Pal d'Ar. Le dénivelé est important entre les rochers et les premières traces de verdure apparaissent déjà. Le Pal d'Ar, à contrario du Zanskar, pourtant seulement distant d'une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau, est touché par la mousson. Même légèrement en dessous de 4000 mètres, on trouve une végétation variée et les premiers arbres. Dans les temps anciens, lorsqu'il n'y avait pas de route du tout, nos grands-parents et arrière-grands-parents avaient l'habitude de voyager parfois des mois en empruntant des cols à plus de 5000 voire 6000 mètres. Donc on peut considérer que c'est dans notre sang et que l'on a l'habitude de franchir ce type de col et de pentes abruptes et que ce n'est pas si difficile pour nous. C'est l'heure d'une pause bien méritée après une descente redoutable. Les plus jeunes découvrent une végétation et un paysage inconnus d'eux. En progressant dans la vallée, Rigzin et ses amis vont croiser les premiers troupeaux des nomades venus du Pendjab ou de l'Himachal Pradesh. Ils passent l'été en haute altitude et profitent de la nature généreuse du Pal d'Ar. Les Paharis, les habitants du Pal d'Ar, pratiquent aussi l'estivage et habitent alors dans de petites maisons sommaires en altitude avec leurs troupeaux, comme ici à Sunsham Doksa. Les propriétaires bouddhistes font travailler des saisonniers hindous venus des plaines. Une cohabitation originale qui n'existe nulle part ailleurs. Ils fument leur tabac dans un top. Un berger ramène un mouton qui a été tué par une chute de pierre. Tsewan, qui discute avec lui, a même droit à quelques notes de flûte qu'il joue lorsqu'il est avec ses bêtes.
Le lendemain, il pleut en chemin. Rigzin croise des femmes qui ont quitté l'estivage pour aller au village de Sunshan plus bas. Malgré leur dialecte différent du Zanskari, ils se comprennent aisément. Elles sont du village de Suncham. Suncham est le premier village de la vallée depuis le col, posé dans un écrin de verdure. Le bois est omniprésent dans la construction des maisons, ce qui n'est pas le cas aux Zanskar. La descente se poursuit alors que de puissants torrents se déversent sous ce qu'il reste du glacier de Suncham. Rigzin décide de faire une halte au village suivant, à Jachel, où il a de la famille. Nous sommes à Jachel. C'est le deuxième village que l'on rencontre lorsque l'on arrive du Zanskar. Ici, c'est la maison de quelqu'un de ma famille. On va prendre une tasse de thé avant de rejoindre Danga. Dorma est une belle-sœur de Rigzin. Son mari est un Hamshi, un médecin traditionnel en tournée actuellement plus bas dans la vallée. Dorma confie à Teshin le soin de préparer un hachar avec des épices, des piments et du talcour, une plante endémique des environs. Cette préparation va accompagner des pommes de terre et un pain à base de talcour. C'est un pain traditionnel ici au Paldar. C'est très connu et on ne le trouve qu'ici. Dorma sert aussi un lassi, un lait fermenté. Elle est ravie d'avoir de la visite en cette fin août. Elle sait que les premières chutes de neige ne vont pas tarder et qu'il sera ensuite très compliqué de circuler. Pour toute l'équipe, cette halte est la bienvenue. Les journées sont longues, surtout sous la pluie. Teshin demande à Dorma de lui montrer les couvertures qu'elle tisse l'hiver. Il est séduit par la qualité de la laine et souhaite en ramener deux. La négociation du prix se fera à voix basse. Teshin les prendra à son retour. Pour l'heure, le décor est grandiose. À un peu moins de 3000 mètres, les premiers conifères apparaissent. Sur le chemin, des bergers descendent eux aussi. Pour les jeunes du groupe qui viennent ici pour la première fois et n'ont jamais vu d'arbres, ce décor inhabituel ne semble pas les surprendre. La fatigue commence à se faire sentir. Mais le prochain village, Gorna, est désormais tout proche.
Nous sommes dans le village de Gorna. C'est encore quelqu'un de ma famille. Pedma est une cousine de Rigzin. Elle va préparer pour l'occasion du chang. Elle a fait fermenter au préalable de l'orge pendant plusieurs semaines, qu'elle va maintenant presser, une sorte de bière très prisée dans ces vallées. Ici, on ne se donne pas la peine de ramasser des bousses de yak séchées pour le feu. De solides morceaux de bois l'alimentent en permanence. Leur fille vient d'avoir un bébé. Son mari est déjà reparti en altitude avec un troupeau de moutons et des chèvres. Ils sont tous heureux d'avoir revu Rigzin, qui ne vient que rarement au Paldar. Losan est à une bonne demi-heure de marche de Gorna. Magnifiquement situé, il ressemble en été à une véritable carte postale. Son emplacement ne doit rien au hasard. C'est ici qu'il y a le plus de chances en hiver d'échapper aux nombreuses et redoutables avalanches. Un petit monastère bouddhiste est situé au cœur du village. Les jeunes de l'équipe viennent y prier. Il est animé par un moine venu du Zanskar, détaché du monastère de Bardan. Losan est le premier village important de la vallée en arrivant du Zanskar, où pendant l'été, les nomades Gudjour viennent souvent échanger du lait de chèvre et de la laine de mouton contre des vivres. Une amie de Rigzin est occupée à distiller de l'arak, un alcool fort que l'on boit surtout l'hiver à la moindre occasion. À une petite heure de marche de là, Rigzin atteint le but de son périple. Le village d'Alod, à près de 3000 mètres d'altitude, au pied d'une montagne sans nom mais superbe. C'est ici qu'il va retrouver Nawang, son ami qui vit une grande partie de l'année à Jammu, plus au sud. Il montre à Rigzin que les ruches se trouvent au rez-de-chaussée des maisons. Les abeilles y pénètrent par de petits orifices. Ainsi protégées, les ruches se développent et produisent un miel très recherché. On récolte le miel au mois de novembre. C'est-à-dire juste avant les premières chutes de neige. Les maisons disposent toutes d'une terrasse face au sud, qui offre, été comme hiver, un espace dégagé pour y effectuer différents travaux. L'hiver, les troupeaux vivent dans les parties basses de la maison et réchauffent ainsi à bon compte certaines pièces. Chez Nawang, des nomades sont venus apporter du lait de chèvre. Ce sont des Gudjour qui participent volontiers à différentes besognes. Chez sa voisine, on prépare du fromage à base de lait de vache, qui, une fois séché au soleil, pourra être conservé plusieurs semaines. Les étables en cette saison regorgent d'herbes, de champignons et de plantes qui, une fois préparées, se conserveront tout l'hiver. Chez Tsewang Grandchen, on conserve bien plus que des plantes. L'amchi du village, le médecin traditionnel, dévoile ses remèdes séculaires. Potions mystérieuses, racines étranges. À 87 ans, c'est une encyclopédie unique de tout ce que la vallée compte comme plantes.
Aujourd'hui, il est à la fois triste et fataliste, car il risque bien d'être le dernier Ramchi d'une longue lignée. Il dit qu'aujourd'hui, les jeunes préfèrent une éducation plus formelle à l'école, alors que pour devenir un Namchi, il faut commencer par apprendre des textes religieux. Et ces textes bouddhistes sont le seul accès possible pour devenir un Namchi. Il dit que c'est décevant, il le regrette, mais il ne peut rien faire. Les jeunes se tournent vers des études classiques à l'école. Le Paldar possède de nombreux atouts par rapport aux Zanskars. Et l'on pourrait s'étonner que des gens comme Rigzin n'aient pas envie de venir s'installer ici. Le climat et la qualité de la terre, comparés au Ladakh et aux Zanskars, sont bien meilleurs. La terre est beaucoup plus fertile, le climat est plus agréable, ils ont plus de pluie, moins de neige, ils peuvent faire pousser beaucoup de choses ici. Oui, la vie est meilleure ici. Et oui, j'aimerais bien venir m'installer ici. Mais son attachement à sa vallée et à sa famille seront, quoi qu'il arrive, toujours plus forts. Ici, la terre n'a jamais reçu d'engrais ni de pesticides. C'est trop cher et de toute façon, tout pousse à profusion. La qualité de l'écosystème est telle que plusieurs sociétés de Delhi viennent s'approvisionner ici en champignons ou en plantes rares. Dans le jardin de Nawang, les pommes de terre ne demandent pas mieux que de proliférer, un légume qui est parfois un luxe aux Zanskars. De nombreuses racines intéressent aussi les spécialistes. Je ne connais pas le nom en anglais, mais ça, c'est du gougoul. Le gougoul est notamment utilisé comme encens. Aujourd'hui, à Alod, on célèbre Nagwe, une fête qui marque le début des récoltes. L'oracle, après avoir prié une partie de la matinée, est prêt à arpenter le village pour donner sa bénédiction. Mais avant, il va se recueillir dans la maison la plus ancienne du village. C'est une fête hindoue, mais à laquelle les bouddhistes du village participent activement. L'oracle passe de maison en maison pour bénir les offrandes. Tous vont ensuite se diriger vers le petit temple situé en haut du village. Chaque villageois va déposer tour à tour ses offrandes. L'encens à base de gougoul se consume aux quatre coins du temple. L'oracle a vu qu'il fallait sacrifier 3 moutons pour obtenir de bonnes récoltes et a aussi désigné les familles qui devaient les fournir. La famille de Nawang a dû apporter un mouton. L'oracle va poursuivre la cérémonie en se flagellant. Dans ses incantations, il transmet les questions que les agriculteurs lui glissent au fur et à mesure à l'oreille.
Puis il leur transmet les réponses de ce qu'il voit. C'est une situation inhabituelle pour moi. Et ça me déçoit aussi quelque part. Comme ils sont bouddhistes, ils devraient suivre ce que le Bouddha a enseigné. Mais d'un autre côté, ils vivent ici au milieu d'une majorité de gens qui sont hindous. Et c'est une sorte d'obligation pour eux de pratiquer la religion que la majorité pratique ici. C'est maintenant au tour d'un médium de s'avancer. Il est déjà en transe. Lui aussi va servir de relais aux questions que se posent les villageois. Le lendemain, le village a retrouvé son calme et l'oracle s'affaire à la fabrication d'une couverture. Plus exactement, une ébauche avec cet écheveau de fils multicolores qui sera ensuite placé sur un métier à tisser. Une activité que l'on réserve en général aux longues journées d'hiver. Nawang est allé voir Deskit, une de ses tantes qui possède une très belle collection de bijoux. Nawang est connaisseur. Il travaille dans le saphir. Elle ne porte ses bijoux que pour des occasions spéciales, mais pas dans la vie quotidienne lorsqu'elle travaille dans les champs. Ils se transmettent de famille en famille. Certaines pierres sont rares et ont beaucoup de valeur. Et elle les transmettra à sa fille lorsqu'elle se mariera. L'or et l'argent proviennent de Delhi ou de Jammu, mais toutes les pierres ont été trouvées et travaillées dans la vallée. Sur les hauteurs du village se trouve le Gompa, le monastère bouddhiste. Il a été offert le siècle dernier par un monastère situé au Spiti, une région himalayenne plus à l'est. C'est donc un moine venu du Spiti qui s'en occupe. Il est en mission pour 1 an à Alod. La majorité de la population dans cette vallée est hindoue. Et donc, il y a une influence de la culture hindoue sur le bouddhisme. Pour les bouddhistes, ce n'est pas très agréable d'avoir à pratiquer les rites des Paharis d'ici. Le Rinpoché devrait venir constater la situation et s'interroger sur la mixité de ces deux religions. Et lui seul pourrait remettre les choses dans l'ordre. Sinon, je ne suis qu'un moine et personne ne m'écoute car ici ils vivent ainsi depuis longtemps.
Rigzin et Nawang se sont rendus au village de Danga, niché dans la forêt au pied d'une montagne où des mines de saphir sont étroitement surveillées par l'armée. Mais Nawang fait régulièrement le tour des familles de la région pour leur acheter des pierres qu'ils auraient trouvées dans la montagne. Tout ce qui touche au saphir est toujours entouré de mystère et de prudence. L'ami de Nawang ne va bien sûr pas sortir de grosses pierres devant la caméra, mais de petites unités qui donneront un beau rendu après polissage. Vous savez, les habitants de la vallée n'ont jamais pu tirer profit des mines de saphir. Durant la colonisation britannique, qui avait créé ces mines, toutes les pierres étaient envoyées en Angleterre. Et puis, après l'indépendance, le gouvernement a décidé de prendre le relais et contrôle depuis les ressources de la mine. Donc, réellement, personne ici n'en tire un vrai bénéfice. Certaines sont des pierres ordinaires. Là, c'est du saphir. Il y a des teintes vertes. Ce ne sont que de petites pierres. À l'arrière du village, un marchand venu du Pendjab achète de la laine de mouton aux nomades. Il a fait 3 jours de marche depuis le Cachemire avec des mules, car il sait que la laine sera de bonne qualité. Après avoir contrôlé et pesé les sacs, il va payer la laine 32 roupies le kilo, soit un prix dérisoire de 50 centimes d'euros. Ces nomades Gujur, après avoir passé l'été en grande altitude, vont commencer début septembre à se diriger vers Jammu, au climat beaucoup plus chaud pendant l'hiver, qu'ils mettront une vingtaine de jours à rejoindre. Pendant ce temps, Rigzin salue sa tante qui possède cette maison. Elle offre de l'arak à Nawang en guise de bienvenue. Dishon Angmo est triste et inquiète pour ses 9 filles. 3 ne sont pas encore mariées et c'est une lourde charge pour elle. Rigzin, qui n'est pas encore marié lui non plus, tente de la rassurer. Rigzin retrouve toute son équipe de porteurs qui s'apprête à repartir vers le Zanskar. Ils achètent dans le village beaucoup d'ustensiles en bois, en particulier des pelles à neige, mais aussi des épices et des plantes. Aux Zanskar, il n'y a pas de bois pour fabriquer ce genre d'outils. Et on en a besoin pour dégager la neige l'hiver. Il me dit que, comparé à l'an passé, les prix ont augmenté. C'était à 100 roupies l'an dernier, c'est passé à 140 roupies. Il trouve que c'est cher cette année. Mais quoi qu'il arrive, il fait une bonne affaire. En revenant au Zanskar, il va les vendre 500 roupies. Malgré l'arrivée d'Internet, du téléphone portable et la création des routes, ça ne va pas trop changer la situation. Les jeunes vont continuer à venir au Paldar à pied. Depuis les temps anciens, nos 2 vallées entretiennent de très bonnes relations.
Tout le village ouvre ses caves. C'est le jour des bonnes affaires. Tsering va aussi ramener une petite poutre qu'il découpe. Chargé de bois, l'équipe repart pour le Zanskar et le redoutable col de l'Omasila. De son côté, Rexin a décidé de rentrer par le Cachemire. Il descend donc dans la vallée du Paldar et s'arrête à Machel où un spectacle inattendu le surprend. Des milliers de pèlerins hindous affluent pour fêter la Chandimata. Ils ont souvent marché 3 jours depuis Gulakbar. Les chemins en arrivent à être saturés. Les pèlerins font ensuite la queue pendant de longues heures pour se recueillir devant une statuette de la déesse Chandi, l'une des plus importantes dans l'hindouisme associée à Shiva. Dans ces pèlerinages, toutes les strates de la population se mélangent sans distinction d'origine sociale. On croise ainsi de grands patrons d'industrie de Delhi en simple tenue blanche, qui côtoient des éleveurs venus du fin fond de l'Himachal Pradesh. Mais Rexin n'est pas au bout de ses surprises. Un balai d'hélicoptères occupe l'espace une bonne partie de la journée. Réservé à une élite qui a les moyens de se payer le voyage du bas de la vallée, il transforme 3 jours de marche en 5 minutes de vol. C'est vrai que les gens viennent ici en pèlerinage de toute l'Inde pour venir voir la Chandimata. Donc c'est un peu fou tout ça. Bon, il paraît que les gens ont besoin de confort et de l'hélicoptère. Mais sinon, il y a une majorité de personnes qui sont de vrais pèlerins, qui marchent pendant 2 ou 3 jours pieds nus, ils se recueillent et repartent pieds nus. Au-delà de l'impact désastreux de ces vols incessants sur la vie de la vallée, les animaux et les villages pendant les 3 semaines de pèlerinage, on peut s'interroger sur le bénéfice spirituel d'une telle pratique. Pour Rexin, c'est maintenant l'heure de redescendre vers le Cachemire à travers une vallée superbe, mais délaissée par le gouvernement régional. Si de belles routes sillonnent le Cachemire, ici, enfants et parents mettent 2 à 3 jours, hiver comme été, pour rejoindre le premier collège. Et c'est peut-être ce pèlerinage qui, mieux encadré, permettra d'accélérer un désenclavement et éviter ainsi une mort lente à ces villages magnifiques situés plus haut.